Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence autour de Françoise Vergès, que je salue et que je remercie surtout très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas été simple, il a fallu avoir quelques télescopages avec une autre conférence qu'elle doit donner demain à Nantes, mais elle a réussi finalement à jongler avec les dates pour notre plus grand intérêt, et donc elle est là ce soir. Et je voudrais lui dire bienvenue et tout notre plaisir de l'accueillir. Cette conférence est organisée dans le cadre de la 4e semaine de l'Institut des Afriques. Elle est organisée ce soir en partenariat avec l'UPB, l'Université populaire de Bordeaux. Cela a été dit. Je voudrais juste souligner l'excellence et l'historicité, d'une certaine façon, de ce partenariat avec l'UPB, puisqu'effectivement l'UPB est sinon le partenaire historique de l'Institut des Afriques. Et bien évidemment, c'est un partenariat qui est appelé à se prolonger dans les années à venir. Je ne présenterai pas Françoise Vergès, si tant est que cela soit nécessaire. Je laisse le soin de le faire à Sébastien Nicolas, c'est le monsieur qui est là. Sébastien prépare une thèse de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, le laboratoire des Afriques dans le monde. Il est également président de l'association française d'études caribéennes, et donc à ce titre, il est particulièrement bien placé pour animer ce débat donc avec Françoise Vergès. Merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté de jouer le jeu également. Un dernier mot pour dire que la Semaine des Afriques se poursuit, nous n'en sommes qu'à mi-chemin ce soir. Demain, au musée d'Aquitaine, il y aura une conférence-débat sur un pays et un sujet particulièrement d'actualité, puisqu'il s'agira de parler de l'Algérie. On y évoquera les mémoires plutôt de la guerre d'Algérie, aussi bien la mémoire algérienne du conflit algérien et les mémoires françaises, ou la mémoire française du conflit, avec donc Éric Savarez qui nous fera le plaisir d'être présent également. Mais il y a d'autres manifestations qui sont prévues. Vous avez le livret de présentation qui décline toutes ces manifestations à venir. Je voudrais simplement attirer votre attention sur la journée de samedi, qui aura lieu au Grand Parc. Donc on va vers un public qui n'est pas forcément habitué des conférences-débats, mais nous pensons qu'il est nécessaire d'aller vers ce public également. C'est une journée qui est à la fois culturelle, festive, théâtrale, musicale, etc. Et je vous invite donc à être nombreux à cette journée qui promet beaucoup. Voilà, je passe la parole à Sébastien Nicolas, en vous remerciant encore d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci René Otaïek pour ces présentations. Bonsoir à toutes et à tous, et merci à vous d'être venus aussi nombreux ce soir. Nous avons donc le plaisir d'accueillir la politiste Françoise Vergès. Merci beaucoup madame d'être parmi nous aujourd'hui et de partager vos réflexions avec nous. Françoise Vergès, vous travaillez sur les mémoires de l'esclavage, l'histoire coloniale et les processus de racialisation des populations anciennement colonisées. Vous vous interrogez notamment sur la marginalisation de la question raciale par les mouvements féministes dans l'Hexagone et de manière plus générale sur la reconduction des structures de pouvoir issues de la colonisation dans les institutions et imaginaires contemporains. Vous êtes diplômé de l'université de Berkeley aux États-Unis. Vous avez enseigné à la Sussex University et au Goldsmiths College en Angleterre. Vous avez également été président du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et titulaire de la chaire Global South à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Pour ne citer que quelques-uns de vos nombreux ouvrages, vous avez publié La nécessité d'un féminisme décolonial aux éditions La Fabrique, Le ventre des femmes, capitalisme, racialisation, féminisme chez Albin Michel, Exposer l'esclavage, méthodologie et pratique chez Africulture, et vous avez également collaboré à l'ouvrage Rupture post-coloniale, publié à La Découverte. Vous êtes par ailleurs l'auteur de plusieurs films tels que Aimé Césaire face aux révoltes du monde, ainsi que Commissaire indépendante. Vous avez notamment organisé les expositions L'esclave au Louvre, Une humanité invisible au musée du Louvre donc, et Haïti, effroi des oppresseurs, espoir des opprimés pour le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes.
Vous allez donc évoquer ce soir 2 thématiques principales et les enjeux qui leur sont liés. La restitution aux pays africains des œuvres pillées sous la colonisation et l'augmentation des droits d'inscription dans les universités françaises pour les étrangers non communautaires. Votre intervention durera à peu près 40 minutes et sera suivie d'un temps de discussion avec le public d'à peu près 1 heure. Françoise Vergès, nous vous remercions à nouveau chaleureusement d'être parmi nous ce soir et sans plus attendre, je vous donne la parole. Bonsoir, merci pour cette introduction très généreuse. Merci à l'Institut des Afriques de m'avoir invité dans ce programme assez merveilleux. Alors le titre de mon intervention, c'est « Pensée décoloniale », avec ensuite les 2 sujets qui ont été évoqués. Donc je vais peut-être un peu expliquer ce terme pour moi, enfin dans ce que je pense de cette pensée décoloniale, de ce que j'entends par là. Avant de me lancer dans la présentation et de répondre donc à l'invitation qui m'a été faite de parler de la restitution des objets volés en Afrique et de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Et il me semble nécessaire de vraiment préciser les distinctions entre colonisation, anticoloniale, décolonisation, décoloniale, colonialité, parce qu'il y a très souvent une confusion et quand je parle de décolonial, on pense que je parle du passé, mais pourquoi vous parlez encore de ça, aujourd'hui c'est fini, pourquoi vous êtes encore en train de vous intéresser à ça. Donc il faut vraiment comprendre que pour celles et ceux qui s'intéressent à cette question décoloniale, c'est vraiment, c'est parce que nous pensons que, en fait, bien sûr, il y a un moment colonial qui s'est terminé, il y a une colonisation qui s'est terminée, il y a une décolonisation qui a eu lieu extrêmement importante, qui a totalement changé la carte du monde et changé profondément le monde dans lequel nous vivons, mais qui n'a pas signifié la décolonisation profonde de toutes les sociétés. Et d'abord, en général, des sociétés qui ont colonisé. C'est vraiment celles qui ne se décolonisent pas. Alors que dans les sociétés qui ont été colonisées, elles sont toujours en train, on entend en Algérie aujourd'hui parler de la seconde indépendance, donc de ce sentiment qu'il faut continuer, qu'il faut se poursuivre la décolonisation, que ça ne s'arrête pas avec le fait d'avoir effectivement s'être réapproprié la terre et d'avoir construit un État-nation. La pensée décoloniale, on le sait, nous vient d'Amérique du Sud, dans les années 60-70, avec toute cette réflexion de gens comme Enrique Dissel, Aníbal Quirano, Maria Lugones et Fatima Hurtado, parce qu'il y a quand même toujours des femmes un peu, et qui est vraiment importante, mais qui s'est multipliée, qu'on voit aussi des formes en Afrique, en Asie, enfin c'est vraiment toute une discussion. Et dont on peut... Les principaux axes, on pourrait dire qu'il y a une critique d'abord de l'universalisme monologique, c'est-à-dire un universalisme qui s'appuie sur une seule logique, un seul espace, qui est d'ailleurs l'Europe, et donc qui fait d'une singularité, d'un endroit qui est quand même assez petit, en rapport avec la planète, d'un petit, l'endroit qui parlerait pour le monde entier, pour l'universel. C'est aussi un autre point, c'est la relativisation de la centralité de l'Europe dans l'histoire globale. C'est-à-dire, l'histoire ne commence pas avec l'Europe. Et d'ailleurs, puisque nous parlons d'Afrique, moi qui viens de l'océan Indien, pour nous, l'Europe est totalement en périphérie, et nous sommes dans un monde où les liens entre l'Afrique et l'Asie sont millénaires. Et précèdent de très loin l'entrée des Européens dans ce monde, et qui ont donc fait circuler des circulations marchandes d'idées, de goûts, d'habits, enfin vraiment il y avait des villes extrêmement importantes, on a retrouvé de la porcelaine chinoise à Kilwa, enfin on est vraiment dans un monde totalement différent, et que c'est vrai qu'il y a une nécessité à regarder de manière sud-sud. Donc se relativiser la centralité de l'Europe, provincialiser l'histoire européenne, ce que j'avais déjà proposé qu'a proposé ensuite Dipesh Chakravarty, et de voir aussi surtout que les relations coloniales de pouvoir, ce qui est important, c'est qu'elles n'ont pas simplement une dimension économique, politique et culturelle, mais une dimension épistémique. C'est-à-dire, en général, il y a une négation d'une cotemporalité. Il y a la négation d'une simultanéité épistémique du monde. C'est-à-dire qu'au moment où il y a des pensées ici, il y en a là-bas aussi. Enfin, il y en a partout, quoi. Il y a vraiment des élaborations partout. Je veux dire, il n'y a pas seulement les personnes en Europe qui pensent ce que c'est que le monde, la relation à la nature, la relation à la planète, la relation à des dieux, des déesses. Il n'y a pas partout, les êtres humains se posent ces questions.
Donc ça va imposer cette idée d'un universalisme qui s'impose vraiment dès le XVIe siècle, en fait, assez fortement, avec vraiment une division du monde entre l'humanité qui compte et l'humanité qui ne compte pas, et celle qui ne compte pas va être quand même assez vaste. Donc une géopolitique de la connaissance, avec l'idée qu'il y aurait des sociétés sans histoire, une idée dont on sait qu'elle perdure, puisqu'il y a quelques années encore, un président de la République française avait prononcé à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, le fait que les Africains devaient entrer dans l'histoire. Je crois que c'était il y a 3, 4, 5, 6 ans, enfin, non, peut-être un peu plus. Bon, enfin bref, peu importe. Il n'y a pas si longtemps, je veux dire, ça appartient pas ça appartient au siècle passé, mais pas à des siècles anciens. Enfin bref. Bon, je confonds un peu tous les présidents, excusez-moi. Oui, non, je sais qui c'est, mais je sais plus quand il était, parce que ça se ressemble un peu, quoi. C'est ça que je dis. Bon, donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour dire que cette pensée continue à exister. Donc, ce n'est pas quelque chose de passé. Et que l'Europe serait donc le lieu privilégié de l'énonciation. Et ça a été vraiment extrêmement important aussi de le voir, puisque même d'ailleurs pour les féministes, puisque c'est une chose, moi, qui m'intéresse, on parle de la colonialité du genre, de la colonialité même de la catégorie femme, c'est-à-dire la manière de penser ce qu'une femme ou un homme n'est pas la même partout. Et la colonialité du genre, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait deux genres, les hommes et les femmes, et qui seraient en opposition, et qui serait basée sur la biologie, sur l'expérience biologique, est tout à fait européenne. Et, des études montrent qu'il y avait d'autres formes d'arrangement. Il y a la féministe nigériane Oyerunke Oyewumi qui vous dit qu'au Nigeria, il n'y avait pas cette idée et que finalement, il y avait l'idée aussi qu'arrivé à un certain âge, on perdait son identité sexuelle. Quand on entrait dans une autre identité, on était parmi les personnes vénérables et que vous soyez femme ou homme selon la pensée européenne n'avait strictement pas d'importance. Donc c'est vraiment un bouleversement, même la catégorie femme, la catégorie homme, ce que c'est que féminité, masculinité, ce que c'est aussi les autres genres sont tout à fait interrogés par cette pensée décoloniale. C'est aussi, donc c'est une méthode, la méthodologie aussi est extrêmement importante et qui pour moi a toujours été, en fait, même depuis très longtemps, c'est-à-dire de toujours m'interroger en delà du binaire, en delà de deux forces qui s'opposeraient. C'est-à-dire chaque fois de me demander mais comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout de m'intéresser à la manière dont le consentement est fabriqué. Ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, le consentement à l'esclavage, ça a quand même duré, la traite et l'esclavage ont duré 4 siècles, l'esclavage colonial. Donc comment le consentement a été construit alors qu'il y a en Europe, alors qu'assez rapidement il y a des condamnations de l'esclavage, de la mise en esclavage. Mais ces condamnations ne vont pas du tout faire poids. Et il faudra 4 siècles pour que vraiment que l'Europe puisse penser qu'il faut y mettre fin. Donc comment, pendant tous ces siècles, malgré les débats, et surtout le fait que les personnes réduites en esclavage ne vont pas arrêter de se révolter, de se rébeller, depuis la capture sur le continent africain, dans les baraquements où elles et ils attendent le passage du milieu, sur les bateaux négriers, dans les plantations, ça n'arrête pas. Depuis le suicide, le marronnage, les révoltes, les brûler les plantations, empoisonner les maîtres, ça n'arrête pas. Et pourtant, ça dure. Donc, c'est ce qui m'intéresse, c'est quel est le consentement, comment on fabrique le consentement. Il me semble que tant que je ne comprends pas ça, je ne peux pas comprendre comment se forme la résistance. Quelles sont les idées. Donc, il y a une longue tradition de cette pensée, finalement. Et en Afrique, on a des personnes comme le philosophe Fabien Ebousi-Boulaga, qui a aussi beaucoup développé aussi beaucoup de choses importantes autour de ça, avec une position, surtout ni la nostalgie du passé, ni la position servile à l'Occident, de trouver vraiment quelque chose entre les deux. Et il disait d'ailleurs, dans une Afrique quand même, où on impose énormément la théorie du développement, la théorie du fait que le continent manquerait de quelque chose, et si finalement les Africains finissaient par acquérir ce quelque chose, ils finiraient par être développés. Mais la pensée du développement fait de sorte que vous n'atteignez jamais ce moment. Donc vous êtes constamment en développement, ce qui permet évidemment de développer aussi des discours justement de suprématie. Et il dit, et aussi, il y a tout ce discours autour du développement, mais l'Afrique a d'abord besoin de manger. Elle a d'abord besoin de manger, ensuite on verra. Et Fabien Ebousi-Boulaga répondait, la pensée critique n'est pas un luxe. Ne nous dites pas, la philosophie est un luxe, il faut d'abord manger.
Si vous voulez d'abord manger et penser ensuite, vous risquez de ne pas manger du tout. Vous risquez de crever de faim et de maladie. Donc c'était vraiment contre l'opposition entre la pensée et l'action, la rhétorique de l'urgence de la fin, et puis c'est de penser au-delà justement d'une pensée linéaire, de progrès, qui va vers l'émancipation. Que l'émancipation aussi se pose différemment que dans ces grands renversements et ces grandes ruptures, la prise du Palais d'Hiver, la chute de la Bastille, enfin toutes ces choses-là, qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus long. Donc ça, ce n'est pas simplement de questionner la géopolitique des savoirs, de questionner la suprématie de l'Europe, de la position suprémaciste de l'Europe, mais c'est de voir aussi, de renouer avec d'autres manières de penser le temps, l'espace et la relation entre nature et culture. Aussi de retracer les circulations qui ont eu lieu, je le disais, sud-sud, mais pas simplement donc de commerce, mais aussi de savoir. Et il y a ce livre d'Ousmane Ouman Khan qui retrace, et qui s'appelle Beyond Tombouctou, an Intellectual History of Muslim West Africa, et qui est absolument passionnant parce qu'il montre comment Tombouctou était lié à Fès et Marrakech, et ensuite avec le Soudan et le Caire. Et donc il y avait toute une circulation de savoir qui se passait entre ces différentes universités, avec des discussions très profondes, aussi profondes que ce qui se passait à ce moment-là dans les universités occidentales entre les théologiens. Donc c'est vraiment aussi montrer qu'il y a eu depuis toujours d'autres circulations, d'autres élaborations et des bibliothèques du savoir. Donc ça, c'est un tout petit peu donc l'introduction sur cette pensée décoloniale, mais on pourra en rediscuter plus tard. Donc ce qu'on m'a demandé, c'est de parler de la restitution des objets volés et de l'augmentation des frais d'inscription. Mais de nouveau, comme je vous le disais, moi j'ai besoin de penser pas simplement ces deux choses-là, mais je le vois aussi avec le questionnement autour du franc CFA, de la question des migrants aujourd'hui, l'incroyable politique anti-migrants qui se développe en Europe, la dévolution aux pays d'Afrique, de l'Afrique du nord de l'Afrique, plutôt que de dire de l'Afrique du nord de l'Afrique, la dévolution qui leur est faite de faire la police et d'être ceux qui vont parquer, qui vont faire arrêter. Le fait que aussi la criminalisation de toute circulation aujourd'hui, la criminalisation même des gestes, de gestes humains, comme d'aider quelqu'un, un migrant qui est en train de mourir de soif ou mourir de faim, de l'aider. Donc il y a un bouleversement autour des droits, qui sont même des droits comme le droit de la mer, qui oblige à sauver toute personne qui serait en danger, même s'il est votre ennemi, même s'il est absolument, vous devez le sauver. Et ce droit de la mer, qui est millénaire, qui fait partie d'une compréhension des êtres humains qui ont navigué partout dans le monde, est en train d'être mis en question. Donc pour moi, je ne vois pas la question des restitutions des objets volés d'un côté, et puis le frais d'inscription de l'autre, ou le paradoxe que ces deux politique pourrait poser, mais ça, si je ne regarde pas tout un cadre plus général de ce qui se passe dans le continent africain et de la relation du continent africain au reste du monde et donc de la France à une partie du continent africain. Donc pour établir ces liens, il faut d'abord à la fois se tourner vers le passé et analyser le présent. Donc le passé, ce qu'il a légué comme structure de pensée, mais aussi comment ce passé a influé les institutions, le droit, la formation, l'enseignement, la manière de penser en France, ce qu'est la relation de la France au monde, mais qui passe par des institutions, c'est pas simplement par des représentations et par le discours. Comment on devient diplomate, comment est organisé le ministère des Affaires étrangères fait partie de ces analyses pour moi, ou le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis, d'autre côté, ce que le présent nous apporte comme nouvelles conditions, comme nouvelles transformations intellectuelles, économiques et culturelles. Donc, c'est toujours avoir aussi deux temporalités dans lesquelles il faut tenir. Il faut tenir vraiment ces deux bouts. Si on ne regarde que le passé, qu'on regarde le présent, on peut donc voir. Donc, comment tout cela agit, tous ces niveaux agissent, toute cette multidimensionnalité agit et affecte à la fois la manière dont nous-mêmes nous posons les questions et dont les questions sont posées et dont nous percevons les choses et les questions et les réponses que nous essayons d'apporter. Donc comment, finalement qu'est-ce qui, dans ces structures, continue à nous faire parler, à affecter notre vocabulaire. Donc ce passé, on pourrait le résumer, enfin vraiment c'est résumé, par un racisme structurel, par des institutions qui ont été elles-mêmes en France, puisqu'on parle de la France,
ce qu'on pourrait dire contaminé. Là, je pense à ce que Aimé Césaire dit dans le discours sur le colonialisme, du choc en retour, et qui est une notion extrêmement importante, puisque Césaire dit qu'on ne peut pas, un pays ne peut pas avoir réduit en esclavage ou colonisé pendant un siècle sans que ça lui revienne. C'est-à-dire que ça ne se passe pas là-bas. C'est pas là-bas, il y a les lois d'exclusion, racistes, de dépossession, et ici, on aurait l'égalité, la liberté, la fraternité. La liberté, l'égalité et la fraternité vont être traversées par ces racismes structurels. On ne peut pas avoir simplement un discours là-bas sans que ça revienne ici. Alors, dans le discours sur le colonialisme, Césaire surtout faisait la relation entre le fait envers le nazisme et disait ce qui a mis l'Europe en émoi, c'est que ce sont des hommes blancs ont fait à d'autres hommes blancs ce que des hommes blancs avaient fait depuis des siècles à d'autres peuples. Et donc, à partir de là, il retrace, et il avait cité, si vous vous souvenez du discours sur le colonialisme, des tas de citations de grands républicains, de grands penseurs français, qui montrent totalement, évidemment, très profondément comment le racisme s'était installé. Et c'est très important de voir comment, aujourd'hui, ce choc en retour continue à agir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement, Césaire écrivait ça dans les années 50, c'est comment il agit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ce choc en retour? Où est-ce qu'on le trouve? Il y a aussi le retour d'une mission civilisatrice, d'un discours de mission civilisatrice qui emprunte à la mission civilisatrice coloniale des images et des discours. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des cultures qui seraient naturellement ouvertes, naturellement dans le progrès, et des cultures qui seraient naturellement hostiles au droit, notamment évidemment aux droits des femmes. Alors là, c'est en ce moment, c'est quand même là que s'appuie la nouvelle mission civilisatrice, c'est-à-dire il y aurait des sociétés naturellement hostiles aux droits des femmes, naturellement hostiles à l'égalité entre les femmes et les hommes, et des sociétés où naturellement ça serait ainsi. Et ça, c'est aussi très important pour comprendre toutes les questions qu'on se pose. Le présent, c'est des nouveaux intérêts économiques qui, en Afrique, sur le continent africain, où on n'est plus simplement dans la configuration des anciennes puissances coloniales qui investissent en Afrique, donc un nouvel paysage. Je le disais aussi, la construction d'une forteresse Europe, avec la question des visas. Alors on pourra revenir pour la question justement des frais d'inscription. Il n'y a pas simplement l'augmentation des frais d'inscription, il y a aussi la politique des visas qui est extrêmement qui pèse aussi sur la circulation, et cette politique anti-migrants. Il y a une Afrique en mouvement très fortement, avec une jeunesse qui demande, qui exige, qui se bat contre les dictatures actuelles, qui s'oppose à ce qui se passe. Il y a aussi, en fait, des rivalités régionales dont il faut tenir compte, parce que quand on dit l'Afrique, c'est quand même un immense continent qui n'est pas, donc c'est pas un seul petit pays. Donc il y a aussi des formations régionales extrêmement importantes qui pèsent aussi sur la manière dont penser les questions auxquelles on s'adresse. Donc un bouillonnement intellectuel et théorique en Afrique qui est aussi important et qui, je pense, affecte les deux questions qui nous intéressent ce soir. Donc pour ce qui est la question de la restitution des objets, je vais commencer par ça. Il est clair que le passé colonial français pèse, qu'il affecte les décisions, les freine et la manière même dont sont posées les questions. Alors, sur la question des objets volés, on sait que la plupart ont été volés pendant la conquête, ensuite pendant l'écrasement, les destructions de villes, c'est des trésors entiers qui reviennent, je veux dire, des bateaux entiers qui reviennent vers la France. Il y a aussi les colons qui rapportent, les missionnaires qui rapportent, enfin, il y a aussi tout, je veux dire, c'est vraiment constant, un énorme mouvement. On parle de 90% du patrimoine africain serait en dehors du continent africain. C'est-à-dire le patrimoine, autant ce qu'on appelle les objets de l'artisanat, que les objets de rite, que tout, mais tout. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais visité les collections du musée de Tervuren, qui est ce musée qui était la propriété privée du roi belge Léopold II, et qui était donc le Congo surtout, mais un peu le Rwanda, les autres colonies belges en Afrique, et qui ensuite, que le roi Léopold, vous savez que le Congo lui appartenait, c'était sa propriété privée, et que quand finalement il y a eu un peu de scandale, il l'a vendu, parce qu'il n'y a quand même pas de petits bénéfices, il l'a vendu à l'État belge. Bon, il a vendu sa propre colonie à l'État belge et il a construit donc un musée à sa gloire. Et ce musée, donc, il est à côté de Bruxelles. Et c'est un musée intéressant, la collection. Ce qui était intéressant, et ce qui est en relation avec cette histoire des objets volés, c'est qu'il n'y avait pas une tête d'antilope. Il y avait des milliers de têtes d'antilope. Il n'y avait pas
quelques centaines de flèches. Il y avait des centaines de milliers de flèches. Il n'y avait pas que quelques centaines de masques, il y avait des centaines de milliers de masques. C'est-à-dire on avait l'impression que les Belges avaient traversé le Congo et avaient tout ramassé dans le moindre petit village, dans tous les recoins. Il y avait justement, il y a une telle collection qu'ils ne peuvent pas la montrer. Elle est tellement énorme et rien ne devait échapper, rien. Depuis la flèche jusqu'à l'arc, jusqu'à l'assiette, tous les objets usuels, quotidiens, les objets de rituel sont dans ce musée. C'est absolument énorme. Et donc on a une impression que c'est pas simplement la curiosité qui conduisait les personnes qui rapportaient ces objets, c'était vraiment le fait de retirer à l'Afrique vraiment quelque chose qui lui appartenait, de leur enlever quelque chose et de pouvoir dire ensuite que c'était des sociétés sans histoire et sans objets. Et ce passé, d'ailleurs, n'est pas si lointain. On sait qu'en 1962, quelques mois avant l'indépendance, l'État français était reparti avec à peu près 300 tableaux qu'ils avaient pris au musée des Beaux-Arts d'Alger et ils les avaient rapatriés, si on peut dire, en France, et ils avaient ordonné le transfert de ces objets. Et il a fallu au moins de 7 ans au gouvernement algérien pour les avoir de nouveau. Donc ça continuait. Et il y a aussi de nombreux objets qui ont été prêtés par les pays africains indépendants, qui n'ont jamais été retournés. Et donc il y a aussi encore, donc ça continue au XXe siècle, quoi. Ça n'est pas simplement le passé. Et il y a vraiment, on le voit d'ailleurs, on peut visiter n'importe quel petit musée en Europe, mais des musées dans des petites villes, il y aura une galerie d'objets africains. Ça qui montre à quel point vraiment c'est vraiment partout, quoi, parce que je ne sais pas que les grands musées, on cite toujours les grands musées, mais on visite les petits musées de province en France, en fait on dit en région, pardon, et en Europe, et vous verrez qu'il y a vraiment partout des objets. Et donc cette question de restitution, c'est une question ancienne, c'est une question qui se pose très rapidement, très très rapidement au moment des indépendances, mais même au moment aussi la première République noire d'Haïti en 1804 pose ces questions. Mais évidemment, il y a la sourde oreille. Et puis c'est pris en charge par l'UNESCO, qui est créé juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qui vraiment pense qu'il y a quelque chose vraiment d'une injustice. Alors à la fin des années 70, d'ailleurs, en 78, le premier, c'était Amadou Matarbo, qui a été ensuite, et il pose déjà tout l'argumentaire. Je cite, les peuples victimes de ce pillage parfois séculaire n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ces peuples savent certes que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes ailleurs puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qu'ils y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien ces femmes et ces hommes démunis ne demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. On est donc dans les années 70. Évidemment, ça tombera un peu dans la sourde oreille, les feront la sourde oreille. Mais cette question, justement, la question de la restitution, ce n'est pas simplement le retour, la justice. Un objet a été volé, on le rend, mais c'est aussi ce que ça a représenté comme manque au continent africain, qui a été donc dépossédé de quelque chose qui aurait été source de création, on le voit par exemple en Europe, on va visiter les vieux châteaux du Moyen-Âge, les châteaux de la Renaissance, on visite les trésors de tous les siècles, et cette idée d'une richesse culturelle et artistique d'un continent avec d'immenses artistes qui sont au panthéon des artistes et de l'histoire de l'art. L'Afrique a été privée de ça. Et ça, c'est une question extrêmement importante dans la question de la restitution. Ce n'est pas simplement l'objet qui revient, c'est aussi toute une histoire, des siècles qui leur ont été enlevés. Et du coup, par exemple, quand les conservateurs français proposent qu'il y ait une circulation plutôt qu'une restitution, disant que finalement ces objets peuvent circuler mais comment, disent-ils, alors là c'est des Africains, comment une Afrique exsangue de ces objets, elle n'est pas en situation d'entrer dans un processus de circulation. Donc c'est encore un évitement sur la question de la restitution. Et aussi, il faut retracer le contexte du vol. Parce qu'il y a très souvent, je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité le Quai Branly, il y a Mission Congo.
Bon, alors vous lisez ça, mission Congo, mission Tchad. Bon, il n'y a rien qui ne vous est donné, quoi. Rien, aucun détail ne vous est donné sur qu'est-ce que c'est que cette mission. Vous avez l'impression que c'est une mission qui est allée recueillir des objets. Donc il n'y a pas, sur cette question de retracer qui, comment, quand et où, le plus possible, est extrêmement important. Ce que d'ailleurs le gouvernement allemand a mis en route récemment, en dégageant plusieurs millions sur ce projet-là. C'est-à-dire d'aller dans chaque musée allemand, de repérer chaque objet et d'essayer de retracer le plus possible d'où il est venu, quand il est arrivé, qui l'a apporté, depuis quand il est là, quel est le discours qui a été monté. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'objet, l'objet entre le moment où il a été pris et le moment où il arrive, il a aussi une histoire. Et cette histoire doit être restituée. C'est pas simplement on va vous rendre ça, il faut aussi rendre tout ce qui a été attaché. Mais c'est vraiment, donc, on le dit, ça a été privé. Le grand moment du vol est vraiment la période coloniale, qui est située entre 1885 et 1960. C'est vraiment le grand moment. C'est là où la plus grande part du patrimoine s'en va. C'est la période de vol systématique, qui est transformée en don. Quand vous allez de nouveau, excusez-moi de parler encore du Quai Branly, mais c'est vrai, vous avez le don du général Dodds pour les trésors du roi Bernzin. Bon, le général Dodds, c'est lui qui a écrasé le royaume du Dahomey. Et il a pillé le palais. Alors évidemment, le don, on ne sait pas très bien sur quoi c'est établi sur ce contrat. Et puis il y a, alors on a, donc c'est vraiment les butins de guerre systématiques, vraiment le butin de guerre, la destruction de villes entières qui vont aussi être importantes dans la question du patrimoine, parce qu'il y a des objets qui sont rapportés, mais il y a des villes qui seront entièrement rasées. C'est-à-dire que du coup aussi, il n'y a pas le souvenir qu'il y avait de grandes villes en Afrique, qui ne sont pas seulement les villes coloniales qu'on voit aujourd'hui, qui ont été construites notamment sur la côte, suivant en fait les villes qui étaient établies au moment de la traite. Qui sont devenues ensuite des villes, puisque les Européens n'avaient, au début, pendant plusieurs siècles, ne sont restés que sur la côte. Les Africains les ont empêchés de pénétrer dans le continent. Ils n'ont pu pénétrer dans le continent qu'au XIXe siècle, vraiment profondément, avec toutes les expéditions, et aussi le fait que militairement, ils avaient eu des armes beaucoup plus importantes. Mais donc, dans les années ensuite, dans les années 30, donc avant la guerre, il y a toutes les missions ethnologiques qui donc sont traduites dans les musées par don de la mission. Et notamment l'ethnologue Marcel Griol, qui disait, et je cite, « L'objectif des ethnographes est de tout voir, tout saisir, et éventuellement tout emporter, selon un protocole complexe, y compris les objets, les croyances et les faits les plus secrets, tapis derrière les murs des maisons ou le silence des informateurs. » Donc c'est vraiment cette idée. Et on voit d'ailleurs, il dit aussi d'ailleurs plus tard, le noir est un auxiliaire qu'il suffira de faire parler, ce qui n'est pas des plus commodes, mais on y arrive. Et on connaîtra, si pour ceux d'entre vous qui ont lu Michel Leiris dans l'Afrique fantôme, qui racontera évidemment comment ces objets dans la nuit étaient enlevés, qu'ils partaient en courant, mais Leiris, il le dira, et d'ailleurs Griol lui en voudra toute sa vie, qu'il a révélé comment ça se passait. Donc on a tout ce secret qui reste autour de la nature de l'acquisition et qui va aussi entrer, ces objets vont entrer dans le droit français, qui vont faire donc des acquisitions inaliénables, le patrimoine inaliénable, c'est-à-dire ça rentre dans le patrimoine français. Donc on voit le lien aussi entre le droit qui se met en place. Donc c'est pas simplement de rapporter l'objet, c'est qu'il faut qu'il y ait un droit qui s'attache aussi, qui fasse de cet objet un objet français, qui rentre dans l'objet. Et ensuite, il faut qu'il y ait des historiens de l'art qui en fassent une histoire. Il faut qu'il y ait des commissaires d'exposition qui le mettent. Je veux dire, donc c'est tout un lien. C'est pas simplement l'objet entre dans tout un circuit qui va le transformer, qui va lui donner, qui va l'indexer d'ailleurs, qui va en faire arc, bouclier, masque, qui va le retirer de toute son histoire, de ce qu'il avait, qui va entrer dans une indexation qui était finalement tout à fait européenne. Donc la restitution serait évidemment un geste de justice, tout simplement. Mais quels sont les freins, quelles sont les entraves, dont on a vu d'ailleurs après le rapport rendu par Felwine Sarr et Bénédicte de Savoie? Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun objet qui a été restitué après ce rapport. Il y a quelques objets qui ont été restitués, on le sait, notamment des restes humains, Sachaji Hartmann qui a été restitué à l'Afrique du Sud, des têtes maoris qui étaient du musée de Rouen qui est restitué aux Maoris, et le crâne d'Ataï, le grand chef kanak de l'insurrection de 1878, finalement aussi rendu au Kanak, qui a retrouvé donc sa terre. Parce que quand il a été
écrasé et tué en 1879. Les Français lui ont coupé la tête pour l'envoyer au Muséum d'histoire naturelle pour étudier, pour prouver que les Kanaks étaient des êtres inférieurs, hein, parce que ils avaient le cerveau plus petit. Et en fait, au musée d'histoire, dans les musées, il y a énormément de restes humains. Énormément. C'est presque plus important. Le nombre de restes humains est presque plus important que le nombre d'objets. Ces restes humains, c'était des crânes, des squelettes pour servir à l'étude c'était vraiment à la grande époque de la entre guillemets science des races. C'était vraiment pour prouver l'infériorité des peuples. Alors aujourd'hui, tous ces restes humains font partie aussi de cette question. Enfin, ils ne sont pas abordés dans le rapport Sarr-Savoy, mais ce sont des choses qui sont demandées, hein, qui sont extrêmement demandées par les peuples, en disant que c'est quand même ces personnes devraient retrouver leur sépulture et leur terre. Alors, les arguments qui ont été opposés à la restitution sont les suivants. Vos musées ne sont pas aux normes. Hein, vos musées ne sont pas aux normes, les objets vont périr et ils ne vont pas être protégés. Vous ne connaissez rien à l'histoire de l'art, vous ne savez pas, il n'y a pas de conservateur chez vous, et puis, il y a aussi, mais ces objets appartiennent à l'humanité. Nous sommes des musées universels, nous sommes des musées de l'humanité. Donc, chez vous, ça sera des musées africains, chez nous, c'est des musées universels. Et puis, d'ailleurs, regardez la manière dont est traité le patrimoine dans vos pays, regardez le terrorisme, les choses qui disparaissent, il y a pillage, il y a du trafic. Donc il y a des arguments vraiment très importants depuis plusieurs années qui se posent à ça. Je me souviens d'avoir assisté à des colloques, mais il y a, je sais pas, moi, 20 ans, où il y avait ces questions qui se posaient déjà. Et de fait, la plupart des musées, alors le British Museum prête un peu, mais pas beaucoup. Sa solution, ça a été ça. Ou alors de dire que... on va numériser et on enverra les objets en 3D, hein, en 3 dimensions, et donc finalement les Africains auront quand même la possibilité de les voir, quoi. Donc il y a tout un tas de choses qui essayent de contourner la question. Pour l'instant, il y a très très peu d'objets qui ont été restitués, pratiquement. Je veux dire, on peut les compter vraiment sur le doigt des 2 mains. Il y a très peu d'objets qui ont été, par rapport à tous les objets qui ont été identifiés, il y a très très peu d'objets. Plus des objets restitués à l'Asie, hein, au continent asiatique, au monde asiatique plutôt, encore moins. Alors le monde d'Amérique du Sud a été pillé, mais pas autant. Pas autant, parce qu'il y avait un tel mépris des Espagnols pour ce que faisaient les populations autochtones que ça les a sauvés un peu, hein, parce que justement, donc il y a un peu, quand on va au musée du Mexique, au musée d'ethnologie de Mexico, on voit des choses extraordinaires, alors que l'équivalent, par exemple, des temples syriens sont au British Museum, entièrement reconstitués. Ils ne sont plus, on ne les verra plus jamais en Syrie ou en Irak. Tous les grands temples assyriens sont entièrement reconstitués au British Museum. Ou alors il y a les temples aussi qui sont dans les musées allemands ou africains. Donc il y a vraiment, l'Afrique a été particulièrement. Donc ce qui pose aux questions, puis pour revenir un peu, et qui n'est pas sans relation peut-être avec la question aussi de l'enseignement supérieur, c'est de fait, ça pose la question de quelle histoire de l'art on va pouvoir réimaginer, dans quelle temporalité, dans quelle spatialité aussi, de dire l'Afrique, c'était comme si c'était un continent qui avait été fermé, quelles ont été les influences aussi à la circulation à l'intérieur même du continent et dans les relations que le continent a eues avec le nord de la Méditerranée ou de l'autre côté de la mer Rouge ou plus loin encore avec l'Inde et la Chine. Quelles ont été les influences? On sait que par exemple les tissus, le grand pourvoyeur, on dit, de tissus pour le continent africain, notamment l'Est, était l'Inde, bien avant que les Européens arrivent. Et que c'était le Gujarat. Et le Gujarat savait déjà quelles étaient les couleurs, quels étaient le genre de dessin aussi qui allait plaire aux élites africaines, et que, par exemple, ce jaune-là, c'était le jaune qui plairait plus aux Thaïlandais et pas tellement aux élites africaines. Et donc, il y avait vraiment une circulation de tissus, il y a une grande circulation de tissus, par exemple, qui précède. Donc, il y a aussi de voir à l'intérieur, quand je dis de reprendre une histoire de l'art du continent africain, c'est de voir aussi les échanges qu'il y a eu, évidemment aussi au moment où l'islam est entré, pas seulement évidemment dans le nord de l'Afrique, mais aussi dans l'Est, hein, avec toute la civilisation
civilisation swahili qui va se développer tout au long de l'Est africain jusqu'aux Comores et même le nord de Madagascar. Donc quelles ont été aussi les influences? Puisque par exemple dans l'Afrique de l'Est, vous voyez l'architecture de beaucoup de mosquées, c'est une architecture omani. C'est assez, on voit vraiment la circulation de formes architecturales. Donc tout ça, effectivement, réveillerait tout un travail que les Africains. Et les questions aussi, je pense, pour les premiers concernés, c'est-à-dire les Africains, quel genre de musée ils vont vouloir faire? Quel genre de muséographie? C'est-à-dire, ils vont recevoir des objets complètement alourdis par un fardeau qui leur a été le discours ethnologique, le discours d'une histoire de l'art. Et donc, comment libérer ces objets de tous ces discours-là pour les remettre, pour les resituer là où ils étaient? Puisqu'on sait qu'il y a des objets qui sont transformés en objets d'art et qui étaient des objets usuels ou des masques qui devaient être détruits après le rite, qui n'avaient plus de circulation. Donc il va falloir imaginer beaucoup comment les restituer, comment les faire réentrer de manière pour qu'ils redeviennent, ils aient une signification sociale. Donc ça dépasse le simple geste de la restitution, le simple geste du voyage de l'objet. Donc ça ouvre de nouveaux champs pour l'Afrique. Ça ouvre aussi de nouveaux champs pour l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les musées français vont restituer ces objets que ces musées vont être décolonisés. La décolonisation des musées en France va au-delà de la question de la restitution des objets. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire un musée, de décoloniser un musée? Comment va-t-on décoloniser le musée de l'immigration, le musée du Quai Branly, les musées? Pourquoi, si jamais on devait imaginer un musée de l'histoire de la colonisation, esclavage et post-esclavagisme, il aurait quelle tête? Moi, je me dis que s'il est fait selon les formes du musée du Quai Branly, il vaut mieux qu'il ne soit pas construit. Il vaut mieux qu'il ne soit pas construit parce qu'il va complètement reprendre une histoire qui terminera vraiment sur, je sais pas, une France de la diversité. Voilà, arc-en-ciel. Enfin, on ne comprendra pas ce qui s'est passé. On ne comprendra toujours pas ce qui continue à se passer. Il vous faudra donc. Mais ça, c'est justement, c'est l'intérêt de cette question de la restitution aujourd'hui, c'est que ça nous pousse à penser que recouvre une décolonisation des musées. C'est comment, c'est avec qui. C'est aussi une réflexion sur la privatisation de l'art sur le continent africain. Même de plus en plus de musées privés sont construits. Donc comment ça va travailler avec les musées privés qui se construisent. Il n'y a pas que des musées publics, il y a aussi de plus en plus de musées privés et aussi la privatisation des musées en Europe. Comment ça va aussi, donc c'est une opportunité aussi énorme pour la jeunesse africaine, puisqu'il était question de ça dans l'appel ce soir, c'est-à-dire d'imaginer une jurisprudence africaine sur l'objet, de ne pas nécessairement adopter la jurisprudence française sur la question de l'objet. Je le dis, de repenser l'histoire de l'art, et donc la question de l'éducation. Comment va être l'éducation? Je voyais qu'au nouveau musée des civilisations noires à Dakar, il y a tous les jours énormément d'enfants qui viennent, énormément, des cars entiers d'enfants, des bus entiers d'enfants, qui ne sont jamais allés dans un musée et qui du coup pénètrent dans un musée et voient ce que c'est peut être un musée. Donc il va y avoir aussi tout cela qui, je pense, va apporter de l'énorme bouleversement. Et je le disais aussi, le fait que tous ces objets revenants vont être d'énormes sources de créativité. C'est réinventer la place de l'objet, lui redonner une place et une vie. Mais aussi peut-être la place de l'objet va peut-être changer. On sait que dans la muséographie européenne, l'objet dit l'histoire. S'il n'y a pas d'objet, il n'y aurait pas d'histoire. Il n'y aurait pas d'histoire. Ce qui nous avait d'ailleurs, je dis nous, à l'île de la Réunion, posé un problème, puisqu'on nous avait jeté dans une équipe où on nous avait demandé à penser à un musée de l'histoire du peuplement. Et il y a très peu d'objets. Non, il n'y a pas très peu. Il n'y a pas un seul objet qui aurait été possédé par une personne réduite en esclavage. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas d'objet matériel. Tout a été effacé, détruit, les petits objets, rien n'a été gardé, rien n'a été préservé. Donc on partait du fait qu'il n'y avait pas d'objet. Et donc s'il n'y avait pas d'objet, du coup ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'histoire, puisque sans objet, dans la muséographie européenne, il n'y a pas d'histoire. Donc il a fallu qu'on invente un musée sans objet, qu'on pense l'idée d'un musée sans objet. C'est-à-dire de ne pas partir de l'objet. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y aurait pas du tout d'objet, mais on ne partait pas de l'objet. Il n'y avait pas d'objet, pas de problème. On va quand même raconter l'histoire. On trouvera la manière dont quelle muséographie on va inventer. Donc de la même manière, je pense, ça sera aussi inventer des nouvelles formes de monstration. De sortir aussi, de repenser ce que c'est que le patrimoine. Bon, déjà patrimoine, bon, mais enfin bon, et la question de la préservation.
On sait que, par exemple, en Asie, notamment au Japon et en Chine, il y a d'autres modalités par rapport à la préservation, puisqu'on sait qu'au Japon, régulièrement, on va détruire un temple et on va le reconstruire exactement pareil. Et quand on visite, on croit qu'on visite un temple du XVIIe siècle. Non, il a été construit en 1970, quoi. Mais il est reconstruit sur le même architecture, avec les mêmes matériaux. Et absolument pareil. C'est-à-dire, on ne met pas un clou. S'il n'y avait pas de clou, il n'y a pas de clou. Mais ça, du coup, c'est tout à fait une autre relation que la question de l'authenticité, qui est si importante dans le monde occidental. Donc, toutes ces modalités africaines, je pense, vont être extrêmement importantes. Et ça c'est lié justement avec cette question du diplôme, en fait, des frais d'inscription, puisque ça veut dire aussi rentrer dans des universités et qu'est-ce qu'on va apprendre, quelle va être la décolonisation de l'institution et des savoirs, puisqu'il en est question là. Mais aussi, évidemment, alors je vais parler de la question en France, mais je voudrais aussi commencer par l'état des universités dans le monde, sur le continent africain, et notamment dans le monde dit francophone. Il n'y a pratiquement pas de bibliothèque digne de ce nom dans aucune de ces universités. Il y a un énorme mandarinat féodal dont les étudiantes et étudiants se plaignent énormément, un harcèlement sexuel très important dont les étudiantes se plaignent énormément, beaucoup de censure, beaucoup de conformisme, pas du tout de possibilités, et donc de voir vraiment qui sont les responsables. C'est des choses qu'on a discutées aux ateliers de la pensée à Dakar, qui sont tenus 2 fois, là, qui ont été initiés par Achille Membe et Phil Winsar, et auxquels j'ai eu l'honneur de participer, et même à l'école doctorale qui a eu lieu en janvier dernier à Dakar, où 25 étudiants venus du continent africain, du monde francophone, du monde de langue française, étaient réunis. Et la différence entre les étudiants qui avaient une codirection en France et les étudiants qui étaient au Togo, au Cameroun, au Bénin, au Congo ou au Sénégal, était énorme. Et ça, c'est vraiment une question. C'est vraiment absolument une question. On sait que les mouvements anticoloniaux et les gouvernements à l'indépendance ont énormément insisté sur l'importance de l'enseignement, à tous les niveaux. On sait, c'est là aussi que se construisent de grandes universités, à Dar es Salaam, au Ghana, où Nkrumah va étendre l'université de Dakar. Et c'est vraiment, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la plupart de ces universités vont imiter les universités européennes, vont le faire sur le même style, c'est-à-dire le genre de discipline, la manière dont quelqu'un devient un professeur, le curriculum, les diplômes, le cursus, même par exemple les cérémonies de remise des diplômes, si vous les regardez, c'est exactement du copier-coller. Donc cette imitation est absolument, évidemment, problématique parce que d'une certaine manière, elle reproduit aussi un enseignement. C'est pas simplement le contenu, la manière dont les choses sont organisées pèse effectivement sur la manière dont vous abordez une discipline. Mais c'est aussi, le continent africain a affaire à une uniformisation de l'enseignement au niveau mondial, puisque évidemment, il y a ce fameux classement mondial des universités oblige à entrer dans un certain critère, selon que vous savez. Et il y a de très faibles budgets de soutien à la recherche sur le continent africain, de très très faibles. Je veux dire, c'est vraiment très faible. Par exemple, je vais vous donner, je sais pas, les structures sont vraiment défaillantes. À Ouagadougou, aujourd'hui, là où justement le discours du président actuel de la France a fait son discours sur la restitution, a parlé de la restitution des objets volés, vous avez 70 000 étudiants pour 20 000 places assises dans l'université. Donc, vous voyez, il y a un enseignant, sur le continent africain, il y a un enseignant pour 116 étudiants. Donc, et 7% seulement des jeunes Africains ont accès à l'enseignement supérieur. Dans les pays occidentaux, c'est 76%. Les bibliothèques, il y a des bibliothèques j'ai visité des bibliothèques, c'est des bibliothèques de 40 places pour des UFR qui ont 10 à 15 000 étudiants. Donc il y a vraiment des obstacles vraiment structurels à la question de devenir vraiment étudiant. Donc on comprend que les étudiants africains veulent venir en France. Et alors il y a aussi l'offre privée qui se développe quand même aussi en Afrique, beaucoup, parce que justement pour pallier à ces défauts, à ces manques. Donc c'est cette question, évidemment, la logique, puisque dans la question qui m'était posée, est-ce que la question de la restitution qui serait une bonne chose et les frais d'inscription qui seraient une mauvaise chose et que les 2 décisions ont été prises par le même gouvernement, est-ce que c'est un paradoxe? Pour moi, il n'y a pas de paradoxe. Ça fait partie d'une même politique. C'est d'une même politique qui suit les intérêts que peut avoir l'État à des moments donnés.
la restitution des objets, c'est une très bonne chose pour les Africains, mais qu'est-ce qui a donc conduit il faut aussi, je le dis, il y a une très longue lutte, depuis des années, depuis des décennies, une très longue lutte sur cette restitution. Il y a une pression à la fois sur le plan en France même et sur le plan international. Il y a une énorme pression. Donc il y a aussi quelque chose qui est d'un mouvement général, et puis donc qui pousse les gouvernements à prendre ces décisions. Mais ce n'est pas illogique, parce que d'une certaine manière, la question de l'enseignement, la question des visas, elle est liée aussi à ce renfermement de la forteresse Europe sur elle-même. Et de ne pas vouloir. Les objets, ils peuvent circuler, pas les êtres humains. Les marchandises peuvent circuler, pas les êtres humains. Les êtres humains ne doivent circuler qu'à certaines conditions, et que certaines et certains ont la possibilité de le faire. Les autres, non, mourront dans la Méditerranée ou dans les prisons libyennes ou autres, ou dans les déserts. Il n'y a pas de paradoxe réellement. Il faut comprendre chaque fois que tout est pris dans toute une série de choses, de décisions qui ont affaire avec les intérêts économiques, le capitalisme qui se développe, les restrictions des budgets publics ici, et puis ce qui perdure d'une idée de supériorité, d'une idée que la France ne doit rien à l'Afrique, ne doit pas de réparation, qu'il n'est pas question de repentance, qu'ils ont, je veux dire. Et le fait aussi de l'inversion des choses, c'est-à-dire de rendre responsables les pays africains de la situation dans laquelle sont leurs musées ou sont leurs universités, sans tenir compte, notamment, les programmes d'ajustement structurel ont été extrêmement négatifs pour la question de l'enseignement. Je veux dire, ça a fait disparaître des maisons d'édition, ça a fait disparaître les librairies, ça a fait disparaître ça énormément, parce que l'une des premières choses qui a été demandée par le FMI et la Banque mondiale, restriction des dépenses publiques, donc santé, éducation. Tout de suite, c'est tombé. Donc tout ça, c'est chaque fois essayer de tirer le plus grand nombre de fils pour comprendre la situation dans laquelle on est et les questions qui nous sont posées, pour ne pas y répondre simplement de manière trop rapide, en pensant que cette question, si on la résout, c'est bien, parce qu'elle aura toujours un lien avec d'autres questions et d'autres problèmes. Donc c'est cette question plutôt générale d'aujourd'hui, de l'émancipation, effectivement, d'une jeunesse africaine qui a besoin absolument et qui veut, on la voit même, puisque quand même l'Afrique, c'est aussi le nord de l'Afrique, on la voit dans les rues d'Alger en ce moment, mais on l'a vu aussi dans les rues de Ouagadougou il y a quelque temps, dans les rues de Johannesburg ou dans les rues de Dakar. Elle est là et elle demande. Et c'est cette question qui se pose vraiment de comment relancer une pensée qui partent du continent, mais comment lui donner la possibilité de le faire si les universités sont dans un tel état, et que, en plus, pour venir ici, les restrictions se font de plus en plus grandes. Restrictions non seulement de frais d'inscription, mais aussi à travers les visas. Et ensuite, après, de vivre ici, c'est-à-dire l'économie étudiante, c'est-à-dire de vivre de manière extrêmement précaire, sauf si votre famille vous aide. Donc tout cela est lié. Et il faut donc voir, et quel aussi l'enseignement. Quel enseignement est reçu, puisque je lisais encore un ingénieur agronome qui disait que ça lui avait fait du bien de sortir du Cameroun, parce que là-bas, il n'avait aucune possibilité de devenir un ingénieur agronome réellement, donc d'étudier. Il a étudié en Allemagne, mais ensuite de revenir au Cameroun pour retrouver ce que c'était aussi l'agronomie et la manière, et donc d'avoir les deux choses en même temps, de marcher sur les deux pieds. Mais ça, évidemment, ça aurait dû être possible sur le continent africain même, mais aujourd'hui, il faut. Mais la question, ce n'est pas que de rester simplement sur le continent africain, de permettre cette circulation. Et cette circulation, on le sait, elle est très possible entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et donne justement aux chercheurs qui sont dans ces deux continents d'énormes privilèges, qui ne sont pas seulement des privilèges, mais qui donnent effectivement dans cette géopolitique du savoir d'énormes privilèges, et qui ne sont pas liés à des talents particuliers, à des compétences particulières. C'est pas parce que ces personnes sont 10 fois plus intelligentes ou 10 fois plus malignes, c'est simplement que ces possibilités leur ont été données. Des possibilités d'avoir accès à d'énormes bibliothèques, de discuter dans des colloques, de rencontrer d'autres chercheurs, de confronter sa recherche avec d'autres chercheurs, d'avoir la possibilité de se rassembler entre étudiants, d'avoir la possibilité d'être confronté à d'autres choses. Et ça, c'est vraiment, on le sait, c'est ça qui fait avancer, de poser des questions, de pouvoir se poser des questions et d'être comme ça poussé à la curiosité. Parce que la curiosité ne manque pas du tout chez les étudiantes et les étudiants africains.
Ça ne manque pas, il se pose. Mais simplement, c'est ensuite freiné parce qu'il n'y a pas la place pour cela. Donc, c'est pas... Et donc, ils peuvent parfois trouver ici. Et c'est encouragé, mais c'est encouragé, évidemment. On ne peut pas non plus ne pas penser à la question même de l'enseignement en France. Quel est l'enseignement qui est donné pour que c'est un enseignement qui ne reste pas justement basé sur une idée restrictive d'un universalisme qui serait d'abord, et d'enseigner pour repartir en ne sachant même plus qui on est. Bon, c'est que, effectivement, des tas de théoriciens parlent, mais qu'on peut voir aussi dans certains romans, de se perdre soi-même. Donc la décolonisation, c'est aussi de se retrouver soi-même, d'abord. C'est en se retrouvant soi-même qu'on peut engager une décolonisation, une pensée décoloniale collective. Merci. Merci beaucoup Françoise Vergès pour cette intervention très riche et très stimulante. Nous allons maintenant prendre les questions du public. Je vous demanderai de lever la main pour vous signaler afin que chacune et chacun puisse intervenir. On peut commencer par prendre une série de 4 questions. Bonsoir à tous, bonsoir Madame Vergès, merci pour votre présentation que j'ai trouvée très intéressante. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il y avait des liens sud-sud bien avant qu'il y ait des liens nord-sud. Et donc, je voulais m'interroger dans la continuation de cette idée-là sur l'importance de faire une histoire globale. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'a fait Patrick Boucheron, qui était de remettre, dans un style un peu différent, mais qui était du coup de remettre la France dans un cadre beaucoup plus global, et également des différents travaux de ce que les anglo-saxons appelaient la world history, qui est de vraiment faire une histoire mondialisée, du coup, est-ce que vous considérez que ce genre d'histoire, c'est une histoire qui est décoloniale, ou est-ce que selon vous, il y a finalement encore des choses à faire de ce côté-là, beaucoup plus profondes que ce qui est déjà fait? Merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On a encore la place pour 3 questions. Oui, madame? Oui, merci pour votre conférence. Moi, je me demandais, en fait, à travers les différents pays d'Afrique, s'il y a justement des choses qui sont déjà pensées pour accueillir ces futurs objets qui reviendraient, selon les pays d'Afrique, justement, s'il y a des choses qui sont, à votre connaissance, mises déjà en place dans cette réflexion. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, au fond là-bas, madame. Merci. Bonsoir. Je remercie Madame Vergès pour cette conférence. Et en l'écoutant, on sent qu'elle a fait pas mal de voyages au niveau du continent. Et ma question, c'est que, est-ce qu'au niveau du continent, les autorités académiques, par rapport au problème de l'enseignement, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en disent? Et par rapport aussi à l'avenir de ce problème qui est quand même très sérieux, que vous avez soulevé au niveau de l'enseignement supérieur. Merci. Merci. Une dernière intervention pour le moment? Oui, ici. Je me sens vraiment concerné par ce que vous venez de dire, car il se trouve que j'ai fait une partie de mes études universitaires dans une université africaine, donc mauritanienne, et une autre partie en France. Donc je suis venu faire droit et sciences politiques en France. Et vous avez tout à l'heure parlé des difficultés que les étudiants africains ont, des difficultés des fois d'ordre financier, on va dire, c'est-à-dire... par rapport à l'équipement qu'on peut avoir dans les bibliothèques, etc. Effectivement, il y a un nombre élevé d'étudiants pour des bibliothèques, des fois, qui ne sont pas très bien équipées, qui ne sont même pas fréquentées en général. Je parle bien sûr de l'université en Mauritanie, mais je pense que cette problématique ce n'est pas à la France de régler la question des problèmes de bibliothèques ou d'universités en Afrique. C'est aux dirigeants africains de se prendre en main, de régler les problématiques qui se trouvent. Parce que moi, je fais partie de cette jeunesse qui n'attend pas grand-chose de la France, c'est-à-dire cette jeunesse africaine, panafricaniste, qui pense que l'Afrique doit se responsabiliser et surtout se réconcilier avec elle-même par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, merci encore pour votre intervention. Et voilà. Merci pour votre question. Françoise Vergès va vous répondre. Alors, l'histoire globale, Patrick Boucheron, World History, est-ce qu'elle est décoloniale?
Ça dépend qui l'écrit, ça dépend comment les... Il y a un peu une tendance, l'histoire globale, c'est devenu, ça fait carrière aussi, hein. Bon. Et alors du coup, ça permet d'avoir des points dans sa carrière. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment aussi partir des toutes petites histoires, vraiment de partir des histoires d'en bas aussi, vraiment. Ne pas refaire au niveau de l'histoire globale simplement l'histoire des grandes circulations. C'est vraiment... l'histoire globale, c'est aussi l'histoire de régionalisation, c'est-à-dire il y a des régions du monde qui se sont constituées chaque fois, quoi. Et comment ces régions se sont constituées, qu'est-ce qui circule. Mais quand je dis qu'est-ce qui circule, il y a aussi une tendance à regarder les grandes circulations et pas toutes les petites circulations, c'est-à-dire que font les femmes, qu'est-ce qu'elles font, où sont-elles. Bon, déjà, parce que souvent, on s'intéresse aux marins, aux capitaines. C'est très bien, mais enfin les marins et les capitaines en général ils avaient des femmes. Alors comment ça se passe justement, enfin des petites choses comme ça. Je pense que la question c'est pas tellement pour moi l'histoire globale, c'est l'histoire oui, enfin on pourrait dire globale, mais déjà si vous voulez ça fait comme un monde tout de suite. Et en fait, il y a très souvent des formes à l'intérieur des globalisations qui ont eu lieu, il y a toujours eu des régionalisations. C'est un mouvement qui est ensemble, souvent. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, des tentatives de créer des régionalisations, je veux dire des institutions régionales. Hein, l'Europe, par exemple, c'en est une, mais on en voit plein à travers le monde. Mais ces régionalisations, elles ne sont pas simplement structurelles, institutionnelles, elles existent aussi à partir des gens qui circulent. Et comment ça s'est passé ? On sait que les frontières sont complètement arbitraires. Donc l'histoire globale, oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui surprend plutôt que ce qui fait système. Donc de m'intéresser, notamment par exemple, alors je vais dans tous les sens, mais vous voyez, parce que c'est justement... Alors je vais essayer de... Ok, je me concentre. Ok. Par exemple, j'ai remarqué que l'histoire maritime, elle est très occidentale. C'est l'histoire des grands hommes, des grands navires, des grandes découvertes. Or, la mer est une histoire. La mer est ce qui a constamment relié des continents, mais c'est une histoire très chargée pour le sud global, quoi. C'est quand même par là qu'arrivent les bateaux négriers, par là que vont arriver les bateaux qui vont faire la conquête coloniale. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. C'est aujourd'hui toujours par les avions qu'arrivent les guerres, parce que de plus en plus les guerres arrivent des grands porte-avions qui vont bombarder l'Irak et autres. Et je suis frappée par le fait qu'on reproduit une histoire qui est basée sur la terre, sur le monde terrien, alors que les lacs, les fleuves, les océans ont tellement compté, non seulement dans l'imaginaire évidemment, mais aussi dans la vie réelle. Donc c'est chaque fois de se demander, c'est ça, l'histoire globale, c'est aussi de penser à quelles sont les relations que les peuples ont eues, justement, avec la terre, les plantes, les animaux, et pas simplement, donc, c'est-à-dire l'histoire doit sortir de la question des faits et peut-être des archives. Vous savez que pour beaucoup de peuples, en fait, il y a un continuum entre justement la terre et l'eau, et l'air et les plantes. Je veux dire, il n'y a pas de séparation. Pour les personnes réduites en esclavage, il n'y avait pas de séparation, puisque la terre, c'était ce qui les reliait au monde dont ils avaient été séparés. Donc c'est des choses, ça aussi, que je trouve intéressantes dans ce qu'on appellerait une nouvelle histoire. Et surtout les histoires des personnes d'en bas, plutôt que l'histoire des grands, des puissants. Enfin, on reviendra là-dessus, mais... Alors les objets, oui, il y a déjà des musées. Il y a le musée des civilisations noires à Dakar qui vient de s'ouvrir, qui est un immense musée et qui a été construit pour attendre justement, notamment pour recevoir la plupart des objets. Il y a beaucoup plus de musées qu'on ne pense sur le continent africain subsaharien, mais qu'on ne visite pas parce qu'en général on a l'impression que quand on va en Afrique, il n'y a pas de musée, donc on ne cherche pas à savoir s'il y en a un. On va au marché acheter des tissus ou des calebasses, mais on va rarement voir le musée. Et il y a des musées. Donc il y a aussi des conceptions très différentes de ce que serait un musée. Il y a de plus en plus de réflexions sur le fait d'avoir des musées mobiles ou d'avoir des tout petits musées, de ne pas avoir nécessairement des grands musées dans la capitale, parce qu'il faut aller à la capitale déjà.
et que tout le monde ne va pas à la capitale. Il y a quand même des pays qui sont immenses sur le continent africain, et qu'aller à la capitale, c'est très loin. Et puis les transports sont pas faciles. Donc c'est vraiment de partir de la réalité, partir du terrain pour répondre à cette question. Mais il y a beaucoup plus de musées. Puis ce que les Africains disent, on fera ce qu'on a à faire. Si on les met dans une forêt sacrée, on les mettra dans une forêt sacrée. Si on les met dans des maisons, on les mettra dans des maisons. Il y a des formes notamment, par exemple, qui ont été expérimentées au Pérou, où des personnes qui vivent dans les quartiers dits populaires acceptent de recevoir un objet dans leur maison pendant un certain temps. Et donc leur maison, là, le salon, devient un petit musée, et les gens du quartier viennent voir. Et puis l'objet repart, et puis un autre objet part dans un autre. Donc il y a des tas de conceptions aujourd'hui d'exposition de l'objet, de l'histoire il faut faire vraiment marcher l'imagination, je pense, justement, parce que le grand musée, c'est vraiment le modèle européen. Paf, ça tombe, là, le grand musée national. Et ce sont des pays immenses, ce sont des pays aussi multilingues. En Afrique, je veux dire, il faut aussi tenir compte de tout ça pour justement repartir de manière peut-être un peu plus humble et moins gigantesque, mais beaucoup plus proche des personnes. Il y a plein de... Il y a aussi les banques de musées, c'est-à-dire aussi l'endroit où des personnes déposent un objet contre une petite somme qui leur est donnée, parce que cet objet, du coup, entre dans le circuit muséographique, et puis qu'ils le reprennent après. Je veux dire, il y a beaucoup de manières de penser les musées qui sont très, très différentes de la manière européenne. Et je pense que c'est ça qui est le défi pour les Africaines et les Africains aujourd'hui, c'est de sortir de ce modèle. Je crois que la question, il y a deux choses et qui revient aussi à ce que ce jeune homme disait, c'est que il y a eu l'imitation d'un système académique très très hiérarchique, très de haut en bas, qui a favorisé des mandarinats absolument incroyables et des féodalités absolument incroyables, et qui se sont ancrés beaucoup plus fortement qu'en Occident, pour des raisons aussi de survie économique. Hein. J'ai une place comme recteur, je la garde le plus longtemps possible jusqu'à ce que j'ai 99 ans, hein, parce que sinon, je fais quoi ? Bon, il y a une économie derrière tout ça qui est absolument terrible pour les étudiants, mais bon, il y a aussi, évidemment, bien sûr qu'il y a la responsabilité des gouvernements, vous avez tout à fait raison, d'abord, et de ne pas attendre. Moi, je ne pense pas qu'il faut dire qu'il faut attendre quelque chose de la France. Mais la France est responsable de certaines choses, et cette responsabilité ne doit pas lui échapper sous prétexte parce que le discours de responsabilité, il est à double tranchant. Il y a le discours de la responsabilité, oui, on doit être responsable de nos pays, de nous-mêmes. Mais il y a le discours, mais vous n'êtes pas assez responsable quand même, hein ? Vous devriez un peu prendre vos responsabilités dans des situations où tout a été fait pour que ça soit entravé. Je veux dire, les politiques économiques d'ajustement structurel ont mis à bas beaucoup des services publics dans ces pays. Pas seulement l'éducation, la santé a été ravagée. Et aujourd'hui, des scientifiques vous montrent que si aujourd'hui il y a des épidémies comme on en apprend, c'est aussi parce que les services de santé se sont écroulés. C'est pas simplement parce qu'il y a des nouveaux virus qui émergent, que de toute façon ça c'est partout dans le monde. C'est aussi les services de santé sont effondrés les uns après les autres. Donc il y a eu un effet, et les gouvernements qui évidemment se sont pliés à ça parce qu'il y avait quand même quelques petites miettes qui leur étaient données, évidemment sont responsables. Mais il y a un système quand même économique quand même qui a été mis en place. Il y a aussi la non-reconnaissance des diplômes qui viennent. Je veux dire, si vous avez un diplôme d'une université africaine, vous n'êtes pas considéré de la même manière sur le marché du travail que si vous arrivez avec un diplôme d'université, même mineure, je pourrais dire, au sens qu'elle n'est pas. Donc ça fait partie de ce que je disais, de ce classement des universités qui réintroduit une géopolitique des savoirs. Ça réintroduit aussi d'où vous sortez, ce que vous faites. Et donc l'importance n'est plus donnée au contenu de l'enseignement ou à la pédagogie. On ne parle plus de pédagogie. On ne parle plus du tout. On parle effectivement, voilà, le numéro 1 dans le, je sais pas quoi, le fameux classement de Shanghai ou je sais pas quoi. Mais tout ça ne veut rien dire.
Ça ne veut strictement rien dire. Qu'est-ce qu'on apprend, comment on apprend, et de revenir, je pense, qu'il y a une des choses les plus importantes, c'est que de revenir à toutes ces théories sur la pédagogie qui viennent de Paulo Freire, qui viennent de Cabral, qui viennent de Tagore, et qui ont été des personnes dans le Sud à penser d'autres formes de pédagogie que de haut en bas. Le penser, je dirais, et c'est pas simplement Montessori et Piaget qui ont inventé des pédagogies différentes. Il y a eu vraiment, et ça a été, il y a eu un petit moment comme ça, et je pense que ça aussi, ça fait partie de la réappropriation et de la décolonisation, de se réapproprier des formes d'enseignement qui soient différentes. C'est pas seulement l'institution, c'est aussi comment on enseigne et comment on transmet. Et donc c'est pas d'attendre quoi que ce soit, mais c'est d'imposer une égalité. D'imposer plus d'égalité, c'est-à-dire plus de dignité, c'est-à-dire ces universités, parce qu'il y a la déconsidération des personnes qui viennent de ces universités, et donc c'est ça aussi, ça fait partie de ça, et ça la France le fait, donc la France n'a pas à le faire, ça c'est sa responsabilité, et les responsabilités bien sûr que là-bas, et il faudra... il y a toute la question, évidemment, qui se pose très régulièrement de la question des langues, la question des formes de bibliothèques. Mais moi, je sais que, par exemple, souvent, une des réponses qui est faite, c'est on va numériser, on va l'envoyer. Et beaucoup de protestations, très souvent, sur le continent africain, en disant « Mais nous, on ne peut pas télécharger comme vous téléchargez. On n'a pas accès à ça. On n'est pas là, on ne peut pas télécharger 200 pages en 4 minutes, ça n'existe pas, on n'a pas accès à ça. Donc c'est aussi chaque fois, regardez, il n'y a qu'à Faucon, quoi. Regardez chaque fois tirer le fil, on dit ça, oui mais alors comment cette solution qui apparaît super formidable, comment elle va être appliquée, qui ça va favoriser, qui d'autre ça va pas favoriser, comment on va le faire, comment on va transformer les choses, et c'est chaque fois ces questions qui sont posées, je pense. Donc c'est repartir au-delà des grandes déclarations, repartir sur le terrain. Et l'enseignement supérieur, oui madame, vous avez raison, mais ça commence déjà à l'enseignement primaire sur le continent africain. Ça commence déjà à l'enseignement primaire, ça commence déjà dans des écoles. Et ça, c'est vraiment une inégalité structurelle. Ça n'a rien à voir avec la question de la responsabilité. Quand les pouvoirs coloniaux quittent, quand la Belgique quitte le Congo, quand la France quitte l'Algérie, le Sénégal, le Mali, il y a parfois 3 instituteurs qui ont été formés, 2 professeurs, c'est tout. Au Congo, quand les Belges sont partis, je crois qu'il y avait 3 instituteurs, dans Lumumba. Je veux dire, c'est ça aussi. C'est de ça ont hérité les pays nouvellement indépendants. Et ensuite, là-dessus, se sont imposées des politiques d'ajustement structurel et d'autres politiques. Donc, il y a eu vraiment quelque chose d'une entrave mise. Et alors, il y a les universités, il y a quand même celle du Ghana, de Tanzanie, Afrique du Sud, Kenya, mais même celles-là ont des difficultés. Et puis, au nord, les universités de Rabat, mais même l'université d'Alger, on voit bien les étudiantes aujourd'hui, les étudiants algériens qui parlent, vous disent que la bibliothèque n'est pas à la hauteur. Donc il y a vraiment des problèmes structurels, mais qu'on voit aussi apparaître en France, qui ne sont pas particuliers. Il y a aussi les étudiants. Les étudiantes, si on fasse pour en croire, moi j'enseigne pas en France puisque vous savez, j'ai jamais eu de poste en France, mais pour en croire ce que je lis, les étudiants aussi parlent des difficultés structurelles en France, de la difficulté d'avoir accès, des curriculums qui sont quand même restent les mêmes, des professeurs qui font les mandarins, des bibliothèques qui sont pas assez fournies, de l'accès à des savoirs qui sont pas facilités. Donc il y a aujourd'hui, au niveau global, puisqu'on parle de global, un vrai problème autour de l'enseignement supérieur, avec vraiment une poussée vers la privatisation, une énorme poussée vers la privatisation qu'on voit beaucoup plus se faire en Asie. C'est énorme la privatisation de l'enseignement supérieur en Asie, et déjà aussi en Afrique aujourd'hui, et c'est un modèle qui va arriver en Europe. Ça viendra du Sud. Et beaucoup de choses viennent du Sud, contrairement à ce qu'on pense. Merci pour vos réponses. Nous allons donc prendre une autre série de questions. Si d'autres personnes veulent intervenir. Monsieur au milieu. Bonjour, merci déjà pour votre conférence. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y a
du coup, sur toutes ces solutions qui semblent être proposées par la France, ça semble quand même être des solutions où la France les propose tout en se regardant le nombril et ne fait pas attention à ce qui est proposé en Afrique. Et je voulais savoir, en élargissant un peu le sujet, est-ce que c'est pas aussi un souci où, dans sa manière d'enseigner aussi à nos futurs étudiants en France et notre éducation nationale, doit pas enseigner plus l'histoire, parce qu'il y a une espèce de voile opaque qui est mis sur notre histoire, sur toute cette culture du pillage qui a été faite à l'Afrique. Et est-ce que cette question-là doit pas être plus évoquée en France, dans notre éducation aussi à nous, afin que les solutions plus tard qui soient proposées soient moins nombrilistes et fassent preuve moins de white fragility, comme certains auteurs peuvent l'appeler. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ? Oui, monsieur. Bonsoir, je voulais juste rappeler que nous sommes à Bordeaux, où M. Broca a créé la Société d'anthropologie, qui a été le cœur du racialisme français, de la théorie raciste biologique française. Et nous avons un amphi Broca, Broca 1, Broca 2, Broca 3, Broca 4, une rue Broca. Et parmi les fondateurs de cette société d'anthropologie, il y avait le professeur de physiologie Paul Bert, qui ensuite est devenu le ministre de l'instruction publique Paul Bert, qui a publié des livres d'enseignement, y compris pour l'enseignement primaire. Ces livres où on expliquait pour les élèves de l'enseignement primaire la hiérarchie de la race blanche, noire, rouge, jaune, etc. Paul Bert a sa rue, son école et même son réseau social à Bordeaux. Je veux dire que le colonialisme, la décolonisation du territoire bordelais n'est pas faite, y compris dans sa toponymie. Merci pour cette intervention. D'autres remarques ou interrogations ? Peut-être il faut aussi rappeler qu'il y a eu une proposition pour nommer une rue à Bordeaux, France Fanon, qui a été refusée. Une ruelle. Une ruelle, oui. C'est pas une rue. Merci Françoise Vergès pour cette conférence magnifique. Et je n'ai pas envie d'être très polémique, mais sinon on pourrait aussi aborder la question de la commission de la mémoire qui est au sein de la mairie de Bordeaux, qui a exclu la seule personne noire dans la commission. Donc il y a aussi plein de choses à Bordeaux qu'on pourrait aussi traiter. Merci. L'histoire coloniale, oh là là, ça c'est vraiment... On est en 2019, on avance à peine. À peine. Quand j'étais à la tête là, du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, chaque année on allait voir tous les ministères concernés, dont celui de l'Éducation nationale. Et chaque année on expliquait pourquoi l'esclavage colonial devait être enseigné. Et chaque année on était en face de conseillers du ministre qui nous regardaient avec des yeux comme ça et sur qui ça glissait parce que il n'y avait absolument pas une conscience de l'importance de cette histoire. Si on avait parlé de la Deuxième Guerre mondiale, ou des rois et des reines, ou de la Loire et des châteaux de Versailles, je pense qu'on aurait été écoutés. Là, on nous écoutait poliment, hein, ces gens sont très polis, hein, mais ça n'avait strictement aucune importance. L'histoire coloniale, ensuite post-esclavagiste, elle est, je pense, sa difficulté, mais je reviendrai sur la question de l'esclavage colonial après. Une des difficultés c'est que l'empire, cet empire colonial, a été construit par une république, la Troisième République. N'a pas été construit. C'est la Troisième République, celle qui est en train de construire l'école libre et obligatoire, celle qui met sur les frontons partout liberté, égalité, fraternité, qui est vraiment qui construit la France dans laquelle on continue à vivre. Hein. C'est cette 19e qui finit vraiment de construire cette France qui n'était pas encore complète, voilà, qui supprime les langues régionales, qui fait les instituteurs, les hussards noirs de la République. C'est vraiment construit et qui va élargir énormément le domaine colonial français, énormément. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les territoires français dits d'outre-mer
Il y a ceux qui sont issus de l'empire esclavagiste, Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et ceux qui sont issus de l'empire post-esclavagiste. Nouvelle-Calédonie, Terre du Pacifique, Mayotte, c'est pas rien, hein. C'est énorme. C'est-à-dire ça permet à la France d'être présente dans le monde, d'être la deuxième puissance maritime au monde. Parce que si on prenait que les côtes de la France, ça serait, je sais pas, moi, c'est rien, quoi. Ça n'a pas de puissance maritime, là. C'est même les côtes de la Corse n'y ajouteraient rien, hein. Ça, bon. Donc, ça lui permet d'être présente dans toutes les institutions régionales, celle de l'océan Indien, celle du Pacifique, celle des Caraïbes, celle de l'Amérique du Sud. Ça a constitué la France. La France a été construite par la colonie en grande partie, par l'Empire. La France moderne républicaine. Parce que les républiques qui ont précédé, on n'en a pas souvenir. Celle qui est vraiment aujourd'hui même fait le paysage urbain ou le paysage qu'on voit quand on est dans le train, qu'on circule, est vraiment forgée à cette époque. Et donc tous les monuments qu'on voit, tous ces monuments dont on parlait, c'est le patrimoine réellement, un patrimoine culturel de la France qui est construit beaucoup à cette époque, hein, qui est quand même beaucoup construit à cette époque, et qui forme les grands lieux de mémoire, beaucoup de la France, en grande partie, qui sont transformés en lieux de mémoire. Le Panthéon, les choses qui sont transformés à ce moment-là en lieux de mémoire, qui font référence, et qui sont donc très importants. Le Sacré-Cœur, construit sur la défaite de la Commune, et qui est maintenant... Je veux dire, toutes ces choses sont vraiment le paysage qui nous entoure. Les noms des rues, effectivement, des noms de rues, de personnes qui ont été des grands officiers de la conquête coloniale, des grands généraux, des grands gouverneurs coloniaux, c'est à ce moment-là. Donc on vit encore dans ce moment-là. Et donc c'est très difficile puisque il y a aujourd'hui une espèce d'absolutisme républicain, c'est-à-dire la République, on parle de la République, les valeurs républicaines, on sait même plus, je veux dire, la République c'est un régime, c'est une forme, je veux dire, et la Constitution de la 5e, elle est née dans le chaos d'une guerre coloniale. Je veux dire, elle était marquée par ça. Je veux dire, ça ne nous est pas tombé du ciel, tout ça. Je veux dire, la République, elle n'est pas arrivée, là, avec Marianne qui a le sein nu parce que, justement, elle est une femme libre. Enfin, tout ça, c'est des fables pour les enfants. Enfin, pas pour les enfants, d'ailleurs, parce que ceux qui les disent ne sont plus des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très, très fort parce que ça voudrait dire de remettre en cause les grandes figures de la République. Jules Ferry, Victor Hugo... Mais vraiment, les grands personnes qui ont été... Victor Hugo, on sait qu'il n'était pas... Bon, Ferry, on connaît, parce qu'on connaît son histoire des races supérieures sur les races inférieures. Mais Victor Hugo, il est dans les repas républicains, c'est-à-dire c'était un grand républicain. Quand il s'oppose à ce moment-là à Napoléon III, tout ça, il dit il faut coloniser l'Afrique. Il faut parce qu'il faut apporter la lumière dans ce continent plongé dans l'obscurité. C'est-à-dire c'est très fort, c'est très profond, c'est très très profond. C'est pas du tout des choses marginales. Donc et donc il faudrait revenir sur tout ça et se dire à la fois, donc cet héritage, c'est à la fois des choses dont on a hérité, comme l'école publique, on est quand même d'accord pour ça, et puis ça aussi, c'est-à-dire que là, ça s'est fait aussi là-dessus, ça s'est fait sur aussi, l'école publique a été faite avec le Tour de France des 2 enfants, qui disait il y a 4 races, tout ça, et qui était lu par tous les petits écoliers de France. Donc à la fois, c'est une éducation qui très tôt, donc il y a quelque chose d'une décolonisation profonde de la société à faire. Parce qu'il y a cette idée toujours, je le répète, hein, que la décolonisation, ça serait pour les peuples colonisés. Mais la décolonisation, elle est aussi pour les peuples colonisateurs. Parce que les peuples colonisateurs ne savent plus qui ils sont, ne savent plus ce qui c'est. Et je veux dire, l'histoire française s'appuie là-dessus, qui efface les histoires de la Commune, les histoires aussi pendant la Révolution française. On oublie que la Commune, quand elle est écrasée, les communards des communards sont jugés par les mêmes tribunaux qui jugent les insurgés algériens. Puisqu'en 1871, il y a une énorme révolte en Algérie, tout l'est de l'Algérie s'embrase. Et parce que les Algériens savaient que les armées françaises étaient occupées avec les Prussiens. Et au début, ils vont gagner. C'est énorme, 500 000 personnes je veux dire, il y a des cavaliers, il y a vraiment, c'est très organisé, ils organisent une énorme armée. Et sous la direction d'un homme qui s'appelle El Mokrani. Et
L'armée française, donc, est défaite à Sedan, comme vous le savez, va vers la Commune, va vers Paris pour écraser la Commune. Donc les armées de Thiers écrasent la Commune. La Troisième République est proclamée. Et une fois que la Commune est écrasée, les armées sont envoyées en Algérie pour soutenir les soldats français qui n'arrivaient plus à contenir cette insurrection qui était en train de libérer l'Algérie. Et ils vont écraser. Ce serait vraiment la politique de la terre brûlée. Les villages sont brûlés entièrement. Les femmes sont... C'est vraiment une politique, un écrasement d'une grande brutalité. Et dans le même temps, donc, je veux dire, quand on met ces événements ensemble, parce qu'une fois que l'insurrection est écrasée, en une nuit, 500 000 hectares seront pris au tribut algérien et donnés aux colons qui venaient d'Alsace et de Lorraine, parce que l'Alsace et la Lorraine étaient aux mains des Prussiens. Donc, ces familles, on leur offre des hectares aux chefs de famille, parce que c'était le chef de famille. Bon, et on leur offre des hectares, une charrue, tout ça. Je veux dire, et c'est sur la dépossession de personnes qui ont été écrasées. Et les insurgés algériens sont jugés par les mêmes tribunaux qui jugent les communards, les tribunaux de guerre. Et ils sont tous condamnés à l'exil en Nouvelle-Calédonie. Et ils iront dans les mêmes bateaux. Et donc les communards vont rencontrer les communards qui étaient contre la colonisation, parce qu'on trouve même avant la Commune des discours contre la colonisation de l'Algérie chez des communards, enfin c'est ceux qui deviendront des communards, rencontrent quand même pour la première fois ces personnes en chair et en os. Et ça, c'est vraiment l'histoire qu'il faut raconter, parce qu'on a à la fois la dépossession des terres, c'est-à-dire le droit qui va être changé complètement, parce que c'est un droit qui va décider que ces personnes ne connaissent pas la propriété privée. Et comme ils ne connaissent pas la propriété privée, donc ça n'appartient à personne, donc on peut le prendre. Chose qui va être faite aussi en Nouvelle-Calédonie quand ils arrivent. Donc on peut suivre, si vous voulez, à la fois une histoire du droit, une histoire de la dépossession, une histoire de l'écrasement, une histoire du tribunal de guerre, une histoire de où va l'exil. Et le fait que du coup, il y a l'islam qui arrive en Nouvelle-Calédonie et que des mosquées vont être construites et qu'aujourd'hui, il y a toujours des descendants de ces insurgés là-bas. Et donc on a une autre histoire que cette histoire complètement nationale. Il faut dénationaliser l'histoire. Il faut vraiment la dénationaliser. Donc c'est vraiment difficile. Sur la question de l'esclavage colonial, en France, c'est pratiquement impossible de faire, enfin encore aujourd'hui, mais on y arrivera peut-être, de faire comprendre l'importance que ça a eu pour la constitution du monde moderne, de ce qu'on appelle le monde moderne, de ce qui est aujourd'hui, de ce qu'on hérite. C'est-à-dire cette construction de l'Afrique, des Africains, du travail, de la relation entre noirs et esclaves qui s'établit dès le XVIIIe siècle dans les dictionnaires français, de cette relation du travail servile lié à la question noire, à être noir. Tout ça, c'est les héritages de l'esclavage colonial, le droit de la propriété, la manière dont on va concevoir la liberté, parce qu'il faut c'est contre le non-libre. Le non-libre, c'est la personne réduite en esclavage. Donc la liberté est toujours pensée de cette manière. Il suffit de relire les philosophes de l'époque. Il suffit il y a tout, ça va affecter. Mais c'est très difficile, je vais juste vous raconter un truc assez rapidement. C'est justement, on me disait tout le temps, quand j'allais parler de l'esclavage colonial et de l'importance, beaucoup de Français me répondaient: mais nous, on n'a rien à faire avec ça. Nos ancêtres n'ont été ni négriers, ni propriétaires d'esclaves, ce qui est vrai. Et alors, donc, je me creusais la tête, parce que si j'allais leur dire, voilà, tout le monde était d'accord pour dire que c'était pas bien, et pour dire que c'était en Arabie Saoudite qu'aujourd'hui étaient les méchants. Bon, alors je me disais, il faut quand même sortir de cette histoire, parce que là, il faut quand même leur montrer comment la société a été changée, la société française. Et pas par simplement des choses qui seraient des choses. Donc ma question, et c'est là qu'on revient à l'enseignement de l'histoire, c'est comment partir de la vie quotidienne aussi des personnes. C'est-à-dire et là, c'est là que j'avais fait donc ces choses au Louvre, qui était l'esclave au Louvre, une humanité invisible. Parce que le Louvre est très intéressant. Là, il ouvre en 1793, qui est la date de la première abolition de l'esclavage dans une colonie française, c'est-à-dire à Saint-Domingue, parce que les esclaves s'étaient révoltés en 1791. Donc là, ils se disent, bon, voilà. Et la collection se termine en 1848, ça c'est une date de l'histoire de l'art, et après c'est au musée d'Orsay. On entre dans une autre époque de l'histoire de l'art. Donc moi je dis, je vais voir les gens du Louvre, je dis c'est parfait, parce que c'est deux dates hyper importantes dans l'histoire de l'esclavage. Ils disent, mais nous, ça n'a pas de sens pour nous, c'est pas ça la question de... Je dis, non, mais il n'y a pas de problème.
Et je ne vous demande pas de changer. Et pour moi, il y a très peu de tableaux d'esclaves qui représentent des esclaves. Il y a des tableaux où vous avez des paysages où il y a des esclaves. Mais ces tableaux, par exemple, en fait, vous voyez des paysages exotiques avec des Noirs qui sont là. Si vous ne savez pas que vous êtes en train de regarder quelque chose qui est sur une colonie, vous voyez des Noirs dans un paysage exotique. Je veux dire, ils n'ont pas de chaîne, ils sont habillés, rien ne les distingue comme, je veux dire, il n'y a pas une marque. En fait, c'est vraiment l'abolitionnisme anglais qui va mettre en place une iconographie anti-esclavagiste en montrant les chaînes, les instruments de torture, les bateaux négriers, les corps nus torturés. Mais avant, il y a toute une série de tableaux du XVIIe siècle du Brésil, quand c'est une colonie hollandaise, le nord du Brésil, et on voit des paysages, voilà, tropicaux, avec des Noirs qui passent. Ou alors, vous avez parfois des peintures où on voit des Noirs couper la canne, mais si vous ne vous dites pas, tiens, c'est Jamaïque, bon, alors quand même, etc., ben, vous voyez les Noirs couper la canne, puisqu'en plus, ils sont habillés. Je veux dire, il n'y a rien qui montre, vous voyez? Bon. Et donc, je savais ça, et il n'y a pas tout ce qui est l'iconographie abolitionniste n'existe pas au Louvre, hein, ça ne fait pas partie de l'art, si vous trouvez ça ailleurs. Bon, enfin bref. Et donc, mais ce que je leur dis, c'est qu'on va chercher le tableau qui est un des premiers tableaux qui représenterait un aristocrate fumant une pipe. C'est-à-dire à quel moment le tabac est suffisamment rentré dans les mœurs pour qu'un homme bourgeois se fasse représenter fumant une pipe parce que c'est devenu un objet qui fait statut et qui est ensuite lié à la masculinité, puisqu'en Europe, le tabac va être très rapidement lié à la masculinité, ce qui n'a rien de naturel. Je veux dire, il n'y avait aucune raison. Hein, bon. Mais ça sera comme ça. Hein, ça sera comme ça. Et toute la littérature du 19e, les hommes se retirent au fumoir, pendant que les femmes, on ne sait jamais tellement ce qu'elles font, elles bavardent quelque chose ou ça. Bon. Mais fumer, c'est devenir un homme, hein, en Europe. Hein, ça va être bon. Je suppose que les hommes ici le savent, enfin ceux qui... Bon. Et donc la question c'était ça, et en fait c'est 17e siècle hollandais, parce qu'avant, le tabac n'est pas assez répandu pour que vous trouviez des tableaux avec du tabac. C'est vraiment le moment où ce produit de l'esclavage est suffisamment entré dans la culture, dans les mœurs, pour être représenté. C'était aussi de voir des tableaux où il y avait des sucriers, des théières, des cafetières, parce qu'il n'y a pas de cafetière avant que le café ne soit régulièrement bu. Je n'avais pas de... Bon. Donc, c'est comment ça rentre dans les objets. Et donc, vous aviez des tableaux. Et donc, la question, c'était d'aller devant ce tableau, d'avoir repéré ces tableaux et de faire ces visites et de dire, bon, on pouvait ne pas être négrier au propriétaire d'esclaves, mais on fumait. On buvait du café. On mettait son sucre dans du sucre dans son café. On consommait du chocolat. Donc, d'où venaient ces produits ? Des plantations. Et donc la relation entre production et consommation qui est coupée évidemment, qui est coupée dès le XVIIIe siècle. Hein. Très clairement, c'est le début des affiches, enfin pas des affiches, non, mais des enseignes où finalement donc c'est pas relié. Et donc à partir de là, de voir la pénétration dans la culture et dans les mœurs, dans la manière de voir. On vous recevez quelqu'un, tu veux un café, je veux dire les premiers cafés qui s'ouvrent dans les villes. Les premiers bureaux de tabac qui s'ouvrent, il n'y a pas de bureau de tabac avant. Donc aussi le changement du paysage urbain qui va devenir naturel. Et donc c'était d'interroger cette naturalisation. Le fait que les choses étaient entrées et qu'on ne se posait plus de questions. Et donc c'était à travers ça de poser des questions et de voir comment, et finalement, toute une vie sociale et culturelle avait été transformée, avait été affectée par les produits de l'esclavagisme. Parce qu'avant, ça n'est pas comme ça. Ça n'est pas comme ça. Et donc, je sais pas, il y avait des tableaux avec des natures mortes, avec des tas de gâteaux, tout ça, parce qu'avant, on sucrait avec le miel. Et là, maintenant, le sucre arrive énormément, hein, parce qu'il y avait du sucre qui arrivait d'abord du Maroc. Mais ce n'était pas suffisant. Et c'est vraiment le sucre va énormément changer la vie quotidienne des Européens. Énormément. Le sucre, alors là, c'est énorme. Et puis, bon, évidemment, le café, le thé et le tabac. Donc c'était cette question de l'histoire coloniale, elle peut être enseignée par plusieurs entrées. Elle peut être enseignée par la géographie, par la littérature, par l'économie, par le droit, par l'histoire de l'art. Et c'est ça, parce que du coup, ça montre comment elle a touché plein d'espaces
Et du coup, elle est rendue plus concrète. Et sinon, c'est bon, bah, tout le monde dit oui, bah, voilà. Et donc, la manière dont ça continue aujourd'hui à organiser le monde où on est, eh bien, ça, c'est aussi assez facile à faire. C'est-à-dire, c'est comment ces relations de colonialité perdurent, la manière dont on voit les choses. Alors, il y a évidemment le racisme anti-noir, mais on voit avec la colonisation, il y aura aussi l'orientalisme. Ça, c'est plus tard, mais l'orientalisme aura un énorme impact sur l'Europe. Énorme. On a totalement oublié à quel point la musique, la littérature, la poésie, la peinture vont être affectées par l'orientalisme. Mais la musique, parce que ça se joue plus, c'est des compositions qui se jouent plus, mais dans la musique classique, vraiment, c'est énorme. Bon, la peinture, on connaît Delacroix, mais il y en a eu plein d'autres qui sont vraiment mineurs, mais qui étaient extrêmement importants, et qui ont contribué à faire passer des images aussi. Hein, les orientales langoureuses, l'autre c'est le guerrier sauvage, etc. Enfin, donc on voit vraiment, ça c'est des choses. Et la ruelle Frantz Fanon, oui, mais ça me fait penser aussi qu'il y a une impasse Toussaint Louverture à Bordeaux. Alors entre la ruelle et l'impasse, évidemment... Oui, c'est une impasse, oui. Donc je dis entre la ruelle et l'impasse, évidemment, mettre Toussaint Louverture dans une impasse, enfin en même temps... Ça dit quelque chose d'inconsciemment pensé sur peut-être la révolution haïtienne. Enfin, bon, on va pas faire de la psychanalyse sauvage, mais bon, je me dis... Mais c'est vrai, la question des noms est extrêmement importante. La question aussi des bâtiments. Et sur cette question, par exemple, il y a des bâtiments dont on peut se poser la question, peut-on les changer, peut-on les transformer? Je pense au musée de la Porte Dorée, un ancien musée des colonies, dans lequel il y a l'aquarium tropical et le musée de l'émigration, l'histoire de l'émigration. C'est un bâtiment pratiquement impossible à décoloniser, c'est-à-dire impossible à lui faire dire autre chose que ce qu'il dit. C'est-à-dire, vous entrez, tous les bas-reliefs à l'extérieur ont été faits pour célébrer la colonisation, puis vous entrez, il y a tous les murs peints, c'est un patrimoine, donc on ne peut pas y toucher. Donc je dirais rien. Vous n'allez pas les masquer, ce serait donc. Je veux dire, il y a des choses qui sont comment on traite l'archive coloniale, qui est le bâtiment aussi. Pas l'archive simplement dans l'archive, pas l'archive papier, mais l'archive bâtiment, l'archive monument, l'archive nom de rue, qui est aussi effectivement constamment autour de nous. Donc on peut penser, mais pour connaître l'histoire, il faut que j'aille aux archives. Non, il suffit effectivement de se promener dans Bordeaux, dans Nantes ou dans Paris, ou à Marseille, ou d'autres villes, et de voir, mais même de voir dans des petites villes, tous ces monuments qui sont effectivement des archives, qui font que notre paysage est entouré de ça. Et puis il suffit d'aller dans les territoires dits d'outre-mer, où là aussi tout a été fabriqué par le monde colonial. Enfin, pour moi, je peux parler pour l'île de la Réunion, parce que les villes sont les villes qui étaient là où il y avait des plantations. Donc vous pouvez suivre, vous suivrez. Toutes les villes sur la côte, parce que les villes sont sur la côte, parce que c'est très montagneux, portent des noms de saints catholiques. Sainte-Suzanne, Saint-Leu, Saint-Pierre, Sainte-Marie, Saint-Louis, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne, Saint-Denis. Bref. Et tout l'intérieur porte des noms malgaches. Simandève, Dimotile, Anchin, Silaos, Salaz. C'est les noms que les marrons ont laissés. Eh bien ça, on ne nous l'enseignait pas à l'école. Hein. On ne nous l'enseignait pas du tout à l'école. Je ne suis pas centenaire. Hein. Donc l'école d'il n'y a pas longtemps. Et même, je me rappelle une autre chose aussi sur la question de l'enseignement. En géographie, je ne sais pas quelle classe, on vous apprend les volcans. Eh bien, c'était les volcans d'Auvergne. Il y a un volcan à l'île de la Réunion qui très très gentiment entre en éruption 2 fois par an. Leçon de choses, le volcan, voilà. Eh ben non, je connaissais les volcans d'Auvergne. C'était de l'absurdité, mais ça continue aujourd'hui. Hein. Ça continue aujourd'hui. La question, c'est pas que ça s'est arrêté. Puis aussi, sur la question du patrimoine, des noms comme patrimoine, de changer les noms, c'est aussi
parfois peut-être se demander si on voudrait vraiment qu'il y ait une ruelle Frantz Fanon, par exemple. C'est comment on fait rentrer des noms après les avoir pacifiés. Une fois qu'ils sont pacifiés, ils peuvent rentrer. C'est-à-dire qu'ils ont été bien blanchis au sens d'un blanchiment lavé plus blanc. On peut se demander. Donc ce sont des questions sur lesquelles il faut réfléchir et ne pas avoir des réponses tout de suite comme ça. Moi, je sais que la question des noms, je disais, bon, on ne va pas sauter trop dessus. Il faut qu'on voit comment justement changer à travers ça, redire une autre histoire. Mais sans la... Et même la question des monuments, tout ça, je trouvais qu'il fallait qu'on réfléchisse plus longuement à quel monument on pouvait mettre en place sur cette histoire. Parce que j'avais peur que ça finisse sur les ronds-points et qu'on tourne autour et que personne ne peut s'arrêter dans un rond-point. On voit un truc comme ça, puis on se dit, bon, tiens, et on ne se rend pas compte, quoi. En fait, quelle est la pédagogie que vous utilisez, à la fois dans le paysage et à l'école, pour que cette histoire ne soit pas simplement parce que vous devez vous en sentir responsable, mais parce qu'elle vous parle. Elle fait partie de vous. Il n'y a pas une question de responsabilité au sens, voilà, il faut c'est que je vis dans un monde qui a été modelé par ça. Il est là. C'est le monde dans lequel je vis. Donc... Et je pense que l'histoire coloniale devrait être enseignée, devrait être obligatoire. Mais en tant que telle. Et obligatoire, puisque je m'intéresse aussi à la question, puis là, je termine là-dessus, sur la question de la décolonisation des arts, elle devrait être obligatoire dans les écoles d'art. C'est-à-dire que même si vous terminez, même si vous voulez devenir spécialiste de la statuaire dans la Grèce antique, ou connaître le théâtre au XVIIe siècle, ou la peinture contemporaine russe, le monde dans lequel vous vivez, c'est ce monde-là. Donc c'est pas que vous devenez expert dans ça, mais c'est simplement avoir les choses comme on sait, je sais pas, comme les choses de la vie, quoi. Ça fait partie des choses de la vie. Ça ne devrait pas quelque chose en plus. Ça fait partie des choses de la vie qu'il faut qu'on comprenne parce qu'elles sont là. Donc c'est pas quelque chose en plus. Ça fait partie, c'est les premières choses quand on apprend à lire et à écrire, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre. Parce que sinon, on a les Asiatiques, mais pourquoi il y a des Noirs, mais pourquoi il y en a... Enfin, vraiment, toutes ces choses-là, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est indispensable et nécessaire et urgent.